Tout ce dont on a discuté jusqu'à maintenant, je me dis si je me trompe, Jean-Marc, mais on n'en parle quasiment jamais. C'est quasiment tabou. D'abord parce que c'est vrai que ça semble, quand on est professionnel de santé et citoyen, voilà, comme ça, une espèce de... un peu conceptuel. Mais je ne vous ai pas cité la deuxième citation de Jean Monnet, qui disait tout à l'heure, c'est un oubli, mais je vais le faire maintenant, qui disait qu'en fait, rien ne peut se faire sans les hommes, mais rien n'est durable sans les institutions. À partir du moment, et on ne prétend pas que ce qu'on vous propose est la seule solution ou la panacée, mais à partir du moment où nous n'avons pas les bonnes institutions, et ça c'est une certitude qu'il faut au moins partager pour réussir la transformation et la mise en place du système de santé performant du XXIe siècle, on ne pourra pas réussir la réforme. Il y a un grand obstacle à tout ce qu'on vient de dire. Ça coûte zéro, ça ne fait faire que des économies. Il n'y a pas un citoyen qui va aller dans la rue pour cette réforme-là. Par contre, il y a un vrai obstacle. Il y a un pouvoir, Laurent Vercout parlait tout à l'heure que réformer, c'est renverser les pouvoirs. Il faut renverser un pouvoir. Qui a pris le pouvoir ? À votre avis ? C'est eux qui ont transformé le modèle pour l'amener là où il est. C'est la haute fonction publique qui pilote aujourd'hui le système. C'est clair que les grands perdants de cette réforme-là, c'est la haute fonction publique. Non pas qu'elle est écartée, non pas qu'elle est diabolisée, rien de tout ça. Mais c'est plus elle qui pilote le système de soins. Elle a une responsabilité dans la fonction régalienne de l'État, de la politique de santé publique. Donc il n'y a qu'un président de la République, mais c'est vrai dans tous les pays, qui peut lancer une telle réforme pour, quelque part, avec son autorité, imposer cette réforme à ces acteurs-là. C'est un pouvoir à renverser. Là, on va parler d'un deuxième pouvoir et on va descendre un petit peu. D'abord, après, on va parler du soin et là, ce dont on parle dans tous les jours. Donc là, on va parler de l'architecture de financement, quelques mots sur les innovations disruptives et puis on lancera le premier débat. Et je tiens encore une fois à remercier les 5 personnes qui sont là, qui sont des gens très occupés et qui nous font l'honneur de venir débattre pour essayer d'aller plus loin dans cette restructuration. Alors, notre système, il a été conçu, comme vous le savez, en 1945, profondément transformé par la sécurité sociale. Cette sécurité sociale, c'est quoi ? C'est ni une assistance, ni une assurance, ni une prévoyance. Ou c'est un petit peu de tout ça. On ne va pas développer, mais elle s'en distingue. C'est un vivier de la démocratie sociale. Je rappelle que M. Larocque considérait que le plus important, c'était le fait qu'on ait donné la gestion de cette sécurité sociale aux assurés eux-mêmes. C'est pas comme ça un détail, c'est qu'évidemment, c'est la meilleure façon de responsabiliser et d'entraîner tout le monde vers cette solidarité qui n'a rien de naturel. C'est un droit et c'est un devoir, disait Larocque par rapport à ça. Donc là aussi, c'est ce choix de gouvernance avec une délégation de services publics et une autonomie de l'État de l'assurance maladie est largement remise en cause, pas par ce gouvernement-là, depuis une vingtaine d'années, mais là, je dois reconnaître que le PLFSS 2020, où Bercy met en déficit la sécurité sociale pour, on va dire quelque part, justifier les politiques de rigueur qui sont mises en place, est quand même l'aboutissement de ce long travail de reprise en main par l'État. Encore une fois, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faut aller au bout du process si on veut un système qui soit cohérent. Nous, vous l'avez compris, nous avons essayé de repenser un modèle où l'État a sa place, particulièrement en santé publique, mais où on refait de l'assurance santé, on parle d'une assurance santé pour des raisons que vous imaginez très bien, le centre de la gouvernance, le centre d'une nouvelle démocratie sociale et sanitaire qui vous a été présentée par Evelyne et Benoît. Donc c'est un choix politique que l'on fait. Vous verrez dans ce livre que ce choix, il n'est pas un matin en se levant, on se dit tiens, on va plutôt faire ça que ça. C'est qu'évidemment, c'est le choix qui nous semble le moins révolutionnaire par rapport à l'histoire. On ne pense pas qu'il y ait de grands soirs et que tout d'un coup on passe d'un modèle A à un modèle B. C'est une forme de continuité par rapport à ce et c'est le seul modèle qui permet de remplir le triptyque républicain.
pour ça qu'on le met, je pense qu'il n'est pas là pour rien, mais il garantit à la fois la liberté, l'égalité et la solidarité du système. Nous avons 3 modes de financement dominants, comme vous le savez, assurance maladie, assureur privé, paiement direct, et un mode marginal qui est l'État, pour des dépenses qui sont de 271 milliards d'euros en 2017, donc, et qui sont très largement socialisées. Quand on regarde la couverture assurantielle en France, il n'y a pas un autre pays qui a une couverture assurantielle aussi large. Quasiment 100% pour l'assurance publique, 96% pour les assureurs privés. Donc on se dit, ce pays devrait être merveilleux, puisqu'on devrait avoir un accès aux prestations de santé parmi les plus efficaces, une couverture du risque parmi les plus efficaces. Et si on reste totalement sur les faits, ben, quand on regarde, par exemple, ce n'est pas la seule variable, hein, mais le taux de renoncement aux soins, je ne parle pas de toutes les inégalités liées à manque de prestations de prévention, ben, est parmi les plus élevés en Europe. En particulier, là où la couverture de risque est plutôt assurée par les assureurs privés, je vais y revenir. Donc, il y a un constat qu'on devrait partager, à défaut de partager toutes les solutions, c'est que le système dans son état est quand même manifestement peu efficace. Bon. Montée en charge des organismes assurantiels publics et privés, conduisant à un reste à charge le plus faible des pays de l'OCDE. C'est assez formidable parce que, gouvernement après gouvernement, tout le monde se glorifie d'une chose, c'est qu'on a le reste à charge le plus faible au monde. Comme si, alors, c'est évident, hein, quand on n'est pas forcément expert du sujet, on peut se dire c'est génial, parce qu'en fait, j'ai moins à payer par moi-même. Mais si les autres, l'ensemble des autres pays d'OCDE ont un reste à charge à 20%, croyez-moi, c'est pas parce qu'ils ont envie que leur population ait un moindre accès, et d'ailleurs ils n'en ont pas, parce qu'on l'a dit, aux prestations de santé. C'est parce qu'une couverture assurantielle, par exemple privée, qui couvre 100% de vos dépenses, c'est une aberration économique complète. Alors, je n'ai pas rentré dans les chiffres, mais quelquefois, il faut regarder un petit peu. Ce que vous voyez, c'est que vous avez donc ce reste à charge en haut, hein, les 4 premières lignes. Vous avez un reste à charge qui est passé de 9 à 7. Voilà. Bon, et où s'est fait ce transfert de 9 à 7 ? Il ne s'est pas fait sur les assureurs privés, il ne s'est pas fait sur l'État, il s'est fait sur l'assurance maladie, principalement avec la montée en puissance des pathologies chroniques, où vous avez une assurance maladie qui est le seul bouclier sanitaire. Et aussi, souvent, on pense qu'il y a plusieurs financeurs, non, il y a un seul bouclier sanitaire dans ce pays pour les soins, c'est l'assurance maladie, il n'y en a pas d'autre. D'accord ? Et donc, évidemment, avec cette montée en puissance des pathologies chroniques remboursées à 100%, vous avez mécaniquement ça. Ce que vous voyez, c'est que vous avez l'assurance maladie qui est très majoritaire à 92% ou à l'hôpital. Vous l'avez sur les transports sanitaires, ça c'est nettement plus contestable. Hein, mais en revanche, vous voyez que c'est un excellent bouclier sanitaire à l'hôpital, en partie surtout pour les patients LD en ville, pas pour les autres, et nettement moins pour les autres biens médicaux, mais est-elle faite pour financer les autres biens médicaux ? C'est un débat. Alors, ce que l'on voit aussi, c'est que vous avez les organismes complémentaires d'assurance maladie qui sont partout, puisque là, vous avez la répartition en fonction des postes de dépenses, vous avez la répartition en pourcentage de la prise en charge pour chaque financeur. Donc vous voyez que là, vous avez un espèce de patchwork avec des organismes complémentaires qui sont partout et un peu nulle part. D'accord ? Vous avez l'ensemble des soins avec la prise en charge. Donc vous voyez que vous avez ce système à 2 étages, à 3 étages même, si je rajoute évidemment les ménages, avec une assurance maladie en principe dominante et quelquefois avec une part complémentaire qui est très importante comme les autres biens médicaux. Donc on a bien un système à 2 étages institutionnalisé pour l'ensemble des soins en France. Nous sommes le seul pays au monde à avoir ça. Alors quelquefois l'exception française a du bon, mais ça, si on est le seul là, c'est que sur un plan économique, c'est quand même pas tellement justifiable. Alors, comment est-ce qu'on a maîtrisé les dépenses ? Parce que ça, c'est excusez-moi l'expression, mais c'est un peu c'est pas un tue l'amour, mais c'est un tue maîtrise des dépenses. Hein, puisque de toute façon, je suis assuré, l'aléa moral joue à plein sur la chose, mais c'est pas grave, j'ai plutôt intérêt à consommer du soin et surtout
un des fondements de la maîtrise des dépenses qui était, comme dans la gouvernance, de faire participer les assurés avec les tickets modérateurs, c'est devenu, on en a fait une rente pour les assureurs. Bon. Donc non seulement ça coûte très cher, ça rapporte aux assureurs, mais ça coûte cher pour l'assuré, mais en plus ça coûte cher pour l'assurance maladie parce qu'il n'y a plus ce levier maîtrise des dépenses que l'assuré était censé jouer. Donc on défie à peu près toutes les règles, encore une fois, avant de penser à ce qu'on va en faire, mais toutes les règles fondamentales économiques par rapport avec un tel système. Mais vous voyez que c'est compliqué à faire accepter, mais en tout cas le diagnostic est là. Alors là, vous avez maintenant comment est-ce qu'on maîtrise les dépenses, puisque ce n'est pas de façon générale. Bon, on les maîtrise depuis 10 ans, via Bercy, par ce qu'on appelle le rabot. Hein, vous avez plusieurs façons de maîtriser la dépense. La meilleure façon, c'est celle qu'on vous propose, mais qui prend un peu de temps, c'est d'avoir une vraie politique de santé publique et de diminuer le besoin de soins ou de le reporter le plus tard possible. C'est comme l'électricité. Hein. Il y a un seul moyen efficace de moins consommer d'électricité, enfin de baisser sa dépense d'électricité, c'est de moins en consommer. Bon. Les soins, c'est pareil. D'accord ? Mais encore faut-il une politique de santé publique qui le permette. Aujourd'hui, elle le permet peu. Bon. Ce que vous voyez là, c'est deux choses. C'est la France qui est là, qui a une remarquable maîtrise de ses dépenses de santé, puisqu'on fait partie des pays développés, si on prend l'Europe, qui a le taux le plus faible d'augmentation des dépenses de santé depuis 10 ans. On est, si vous regardez le vert, on est à 1,4 points de hausse en moyenne de 2013 à 2017, contre pour l'Union européenne des 15, hein, ce qui est souvent le meilleur benchmark, où vous êtes à plus de 2. Là, vous avez la Suède, vous avez les États-Unis, mais... Donc, c'est assez formidable, et d'ailleurs, Bercy s'en réjouit, c'est qu'on a une maîtrise. Mais comment est-ce qu'on maîtrise ? Ben, certainement pas par le volume est de 2,8, mais si vous prenez depuis 10 ans, on le maîtrise par la déflation, c'est-à-dire par la baisse en valeur réelle des salaires et la baisse en valeur réelle des produits, des prix, des tarifs des produits de santé, qu'ils soient pharmaceutiques ou technologiques. Il est évident qu'une telle paupérisation du système, que ce soit par ses ressources humaines ou ses ressources technologiques, a une fin, un jour ou l'autre, ou tout du moins a une limite dans l'espace-temps pendant lequel cette stratégie peut être utilisée. On peut penser, mais il y aura un débat tout à l'heure, qu'on est peut-être arrivé à la fin de cette capacité-là, et pourtant on continue, puisque Bercy a sorti exactement la même feuille de route pour le PLFSS 2020, et si vous regardez 2021, 2023. Donc de ce point de vue-là, rien ne change. Là, vous avez... qui vous montre en plus, c'est un système, ce système à 2, voire 3 étages, c'est un système extrêmement coûteux. Nous sommes, après les États-Unis, le pays qui avons les dépenses administratives les plus importantes, à 15,7 milliards, en 2018, il y a eu un fait marquant, c'est qu'en fait, les dépenses administratives des opérateurs complémentaires privés étaient plus importantes que les dépenses administratives de l'opérateur assurance maladie, qui couvre 78% des dépenses contre 13% pour les autres. Il paraît que le principal gabegie viendrait de dépenses de soins qui ne soient pas pertinents. C'est une évidence qu'il y a la pertinence peut être améliorée, mais si vous voulez trouver des économies très rapidement et fléchées, là, c'est ce chiffre en milliards, et ça peut être très rapidement fait. C'est ce qu'on va vous proposer avec la nouvelle architecture. Dernier point sur le constat. C'est quoi l'étape d'après sans rien changer ? C'est celle qu'on a prise, en particulier, je vois qu'il y a des dentistes, chez les dentistes depuis 2 ans. C'est-à-dire la stratification sociale de l'accès aux soins. En gros, sans le dire, évidemment, mais dans les hautes sphères, on s'est dit on ne va pas pouvoir continuer à ce que tout le monde soit soigné pareil, avec les mêmes innovations, avec les mêmes choses. Or, politiquement, il faut qu'il y ait un accès des soins. L'obsession, depuis 1945, qui était une obsession parfaitement légitime au début, mais y compris que c'était l'accès à la santé maintenant qu'il nous fallait. Or, il faut qu'on maintienne un accès aux soins pour tous.
Donc on fait une stratification sociale par la qualité de cet accès aux soins, tout en garantissant, avec le 100% gratuit, qu'on a bien un accès pour tous aux prestations de santé, mais évidemment pas avec la même qualité. Et on a même institutionnalisé ça dans un secteur comme le dentaire, où vous avez 3 paniers, un qui est gratuit, où on ressort les couronnes métalliques, pas beaucoup de pays encore qui en font, mais nous c'est bon, si vous voulez des couronnes métalliques, c'est gratuit. Okay, si vous voulez des lunettes de base, je vois qu'il y en a un opticien, c'est gratuit. C'est quand même formidable, non? Bon. Par contre, si vous voulez du produit, pas du luxe, mais si vous voulez du produit standard, là, il faut commencer à payer. Et si vous voulez vraiment de la qualité, là, vous avez intérêt à avoir la complémentaire ou un compte en banque bien garni. Voilà concrètement le système qui a été mis en place dans un secteur et qui se développera dans d'autres, ce qui garantit un accès aux soins pour tous. Vous voyez que l'accès aux soins pour tous, c'est une espèce d'objectif un petit peu contestable si ce n'est pas l'accès à la même qualité des prestations. Alors, ce qu'on vous propose, c'est ce qui se passe, mais on utilise les institutions qu'on a en France, c'est ce qui se passe dans la plupart des pays, c'est-à-dire de décroiser ces paniers de soins, je vous rappelle, vous avez vu les choses là, et de passer d'un système de financement à payeurs multiples à un système de financement à payeurs unique. Dans la longue réflexion qu'on a eue sur tout ça, on a toujours agi de la même façon en disant il faut qu'on travaille avec tous les acteurs. Okay, donc, on peut être critique sur une partie des acteurs, mais en tout cas, on les remet sous une forme ou sous une autre dans le nouveau modèle. Donc, vous avez une sécurité sociale qui est, dans cette nouvelle architecture, le financeur unique pour une grande partie des prestations. Vous vous rappelez tout à l'heure la répartition du financement. Qui a historiquement été conçu pour protéger. La distinction des paniers de soins remboursés par l'assurance maladie et celui par les assureurs privés n'est pas à penser en fonction de la nature du risque. Ça vous rappelle une campagne présidentielle. Encore moins de sa gravité. L'assurance maladie reste le financeur prédominant dans le système de santé et le pilote de la gouvernance opérationnelle des soins. La chronicisation des pathologies fait que l'assurance maladie ne couvrira pas certains soins dont une couverture assurantielle peut être nécessaire. Une fonction d'assureur supplémentaire et donc à structurer pour garantir que ces soins soient accessibles à tous. Cette fonction est à créer selon un modèle mutualiste. Je vais y revenir. En tout cas, c'est une proposition qu'on fait. Le rôle des OCAM, donc des organismes complémentaires d'assurance maladie, sera dans le nouveau modèle un rôle d'assureur supplémentaire, des OSAM, sur des prestations sanitaires non couvertes par l'assurance maladie. La question, c'est pas qu'est-ce que je fais couvrir par les assureurs supplémentaires, c'est qu'est-ce que ne couvre pas l'assureur principal, qui est l'assurance maladie, et qui justifie une couverture assurantielle. C'est dans ce sens-là qu'il faut raisonner si on veut être performant. Les pouvoirs publics définiront un contrat homogène standard. Je ne vais pas détailler, vous avez tout ça dans le livre, mais après, c'est comment je fais fonctionner ce marché assurantiel supplémentaire. Il est clair qu'à partir du moment où je considère que vous devez avoir une logique solidaire, parce qu'il y a des paniers de soins qui peuvent être l'audioprothèse, qui peuvent être les transports sanitaires, qui nécessitent qu'on ait bien la certitude que tout ça soit accessible à l'ensemble de la population. Mais c'est un rôle supplémentaire que l'on donne. Alors, évidemment, quand on creuse un peu, et on ne va pas le faire aujourd'hui, mais vous savez qu'aujourd'hui, on a réussi l'exploit de séparer en 2 familles les moindres risques et les risques plus élevés, ce qui est juste l'inverse de ce que l'on fait sur un marché assurantiel avec les contrats collectifs et les contrats individuels, en poussant, je ne sais pas si c'est l'astuce ou le cynisme, à dire qu'en fait on va rendre obligatoire tous les contrats collectifs, alors qu'évidemment la population qui a le plus besoin d'un contrat d'assurance, c'est la population plutôt des contrats individuels. Enfin ça, tant que ça marche électoralement, c'est pas forcément un souci. Là, à partir du moment où vous êtes sur un modèle mutualiste avec une affiliation individuelle, vous n'avez plus de contrat collectif. Qu'est-ce que vous faites des 6 milliards d'euros qui sont payés aujourd'hui par les entreprises du fait de cette couverture à 50% des contrats collectifs? Là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il est évident qu'on a un retard, on a parlé beaucoup de santé publique, mais dans la santé au travail, qui fait que vous avez un plan d'investissement qui est à demander aux entreprises, qui est à proposer aux entreprises. Et puis vous avez une deuxième chose, ça avait été proposé par le gouvernement il n'y a pas très longtemps.
Heureusement, ça ne fait pas partie des bonnes idées qui ont été appliquées. Mais c'est le financement des indemnités journalières de courte durée par les employeurs. Encore une fois, c'est ce que l'on fait avec les contrats courts et le bonus-malus. Évidemment qu'il faut le faire. À partir du moment où vous avez des employeurs qui ne sont absolument pas responsabilisés sur les indemnités journalières de courte durée, c'est compliqué d'imaginer qu'on va mettre en place une politique de santé au travail pour le faire. Donc, à coût égal, voire diminué pour les entreprises, vous voyez que cette évolution aussi a un impact important sur la chose. De multiples avantages, une optimisation de la gestion du risque. Aujourd'hui, vous êtes un assureur complémentaire, vous n'avez aucun intérêt à investir dans la gestion du risque, en particulier dans la prévention. Vous êtes simplement en couverture complémentaire. C'est évident qu'à partir du moment où vous êtes le seul assureur de panier défini, vous avez intérêt à gérer le risque. Un retour sur cotisation qui est plus élevé grâce à une baisse sensible des frais de gestion et je n'ai pas été le seul à le mesurer, à 3 ou 4 milliards d'économies en frais de gestion, que vous remettez dans de la couverture de soins ou dans l'investissement qui peut être fait, une meilleure capacité à diversifier les modes de paiement des offreurs de soins, une réduction du renoncement pour raisons financières, puisque vous avez une meilleure couverture du risque, une gestion dynamique des prestations. Mais il faut aller plus loin. L'avenir, c'est le budget central et le budget santé personnalisé, qui a été testé dans certains pays. Pourquoi ? Vous êtes aujourd'hui sur des pathologies chroniques dominantes. Laurent Vercoute l'a très bien expliqué. Quand vous êtes sur une pathologie chronique, vous avez un corpus commun, on peut appeler le projet personnalisé de soins, où tout le monde doit avoir un certain nombre de prestations de santé, et puis vous avez un volet qui dépend des personnes, de prise en charge. Le modèle actuel, il est monolithique. Il permet très peu à un individu de pouvoir avoir des prestations qui lui soient très spécifiques. D'autre part, tout le monde est d'accord pour le fait qu'il faut essayer de faire en sorte que, quel que soit votre niveau socio-économique, il faut que les gens soient le plus éduqués, le plus impliqués, parce que vous avez une notion de qualité de vie qui fait que mieux vous maîtrisez votre pathologie, mieux vous allez la vivre. Bon. Donc, cet budget personnalisé de soins qui est géré par les individus eux-mêmes et pour lequel je suis jamais très fan des expérimentations quand c'est une évidence, il n'y a pas besoin d'expérimenter. Là, pour le coup, il faut expérimenter ça. D'accord ? Pour voir les outils numériques dont on n'a pas encore totalement fait la diffusion dans notre système, évidemment, permettent de faire ça. Il y a un système de coaching à mettre en place entre l'assurance maladie et l'assuré. Mais ça, c'est ce qui permet à chacun de véritablement répondre à ses besoins très personnalisés et d'optimiser sa qualité de vie. Contrairement à ce qu'on pense, vous pouvez avoir, d'une personne à une autre, chez un diabétique, des dépenses qui peuvent être légèrement différentes parce que vous en avez qui vont avoir des besoins en matière de qualité de vie qui vont être supérieurs à d'autres. Eh bien, ça permet de le faire en ajustant, évidemment, ce budget aux besoins des individus. Je ferai juste une slide là-dessus parce que vous l'avez dans le livre, mais je disais ce matin que la French Tech était en train de dominer l'Europe. Voilà une chose dont on peut être fier, c'est que ces nouvelles technologies qu'on a mis, la France est en train de prendre le leadership, ce qui était loin d'être gagné, on était plutôt derrière les Allemands et le Royaume-Uni. 1/3 des sociétés de la French Tech sont dédiées à la santé. Donc nous avons un vivier absolument extraordinaire de French Tech. Or, quand vous regardez, j'entendais il y a 2 jours un des responsables de la numérisation de notre système de santé qui disait c'est un échec. C'est un échec, ça n'arrive pas. Nous, on en a encore essayé de numériser notre système de santé. Donc on a un retard absolument phénoménal qui est systémique, qui, quand vous regardez la chaîne de gouvernance de nos produits de santé, ne peut pas être diffusée de façon systémique. Donc on vous propose tout un tas de choses pour revoir ça et pour permettre au système de les intégrer. Enfin, en conclusion, donc la nouvelle architecture de financement à payeur unique est une clé de voûte pour assurer un modèle universel de santé non discriminant par la qualité, respectant la liberté de choix des patients et leur participation à la maîtrise des dépenses, plus au rabot seulement, et qui optimise le retour sur cotisation, donc une meilleure couverture du risque. Il est en phase avec un repositionnement de l'assurance santé comme un vecteur de la démocratie sociale et sanitaire et la fin de la bercisation de notre système de santé. Les assureurs santé jouent un rôle supplémentaire dans le financement sur un modèle mutualiste dont les valeurs de liberté, de responsabilité et d'accompagnement des usagers sont remis en valeur. On a quand même ce vivier de mutuelles qu'on peut
trouvés quelquefois ne répondant pas à leur mission, mais qui est un vrai vivier si on l'exploite, qui peut évidemment apporter une valeur ajoutée absolument très importante. Ça n'empêchera pas un secteur assurantiel périphérique, purement assurantiel, d'exister si des gens veulent plus. Hein. Mais le cœur du modèle pour le supplémentaire reste le modèle mutualiste, selon nous. La régulation de la chaîne des produits de santé, en particulier des innovations disruptives, est transformée pour garantir un accès universel. Je vous remercie.